Coucou, c'est Victor. Comme un poisson dans l'eau, c'est un podcast indépendant, gratuit à écouter et sans publicité. Mais c'est pas gratuit à produire. Ça me demande de l'argent, mais surtout énormément de travail qui n'est pas rémunéré. Alors si vous pensez que Comme un poisson dans l'eau apporte quelque chose de positif et que vous voulez qu'on puisse continuer à déconstruire le spécisme ensemble, j'ai besoin de votre soutien. Vous pouvez aller sur la page Utip du podcast, dont le lien est en description, et établir un don mensuel ou faire un don ponctuel. Vraiment, même 1 euro, ça me fera très plaisir. Et si vous donnez tous 1 euro, ou même plus, j'aurai vraiment de quoi faire grandir le podcast. Un immense merci aux tipeuses et tipeurs pour votre soutien. Et sinon, une autre super façon de soutenir le podcast, c'est de le partager sur les réseaux, d'en parler autour de vous et de laisser des étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Allez, sans plus attendre, c'est parti pour l'épisode. La conscience antiraciste est une conscience qui a une surconscience, je pourrais dire, des formes de domination qui l'entourent. Et il n'y a aucune raison pour que la domination humaine sur les animaux n'entre pas, ne finisse pas par rentrer en ligne de compte dans ce radar-là. Et encore une fois, c'est quelque chose qui se construit, ce sont des luttes. La question, c'est de laisser émerger des positions nouvelles, c'est-à-dire de nouveaux modes d'habiter la question antispéciste qui permettent de créer des liens, qui permettent de faire des ponts, qui permettent de créer des phénomènes d'écho, des phénomènes de liaison entre différents espaces qui sont préoccupés tous plutôt par la même chose, à savoir par la question de l'émancipation. Épisode 14. Salut, moi c'est Victor Durand-Lepeuch, et vous écoutez un entretien de Comme un poisson dans l'eau, le podcast contre le spécisme. On continue l'entretien avec Kautar Archi. On a vu assez précisément dans la première partie comment le spécisme et le racisme peuvent se trouver liés et articulés l'un à l'autre. Et qu'en cela, on comprend d'autant mieux l'animalité en adoptant une perspective intersectionnelle, qui analyse celle-ci comme une position sociale dans un rapport de pouvoir. Animalité qui s'applique aux autres animaux, mais qui se révèle aussi être une arme redoutable du racisme. Car animaliser, c'est rendre tuable, exploitable, négligeable. Et cela s'applique aux animaux, mais aussi à certains Homo sapiens, construits par les systèmes de domination comme pas suffisamment, pas pleinement humains. Mais alors, les personnes qui luttent contre le spécisme et celles qui luttent contre le racisme, doivent-elles se rejoindre ? Leur rencontre est-elle une conséquence logique des liens intimes entre les oppressions qu'elles combattent ? En somme, antiracisme et antispécisme peuvent-ils et doivent-ils s'allier ? Dans cet épisode, on soulève tous les enjeux de cette question épineuse. Les raisons pour lesquelles il peut y avoir de la réticence à rapprocher les deux mouvements, les risques de récupération et même d'instrumentalisation d'une lutte contre l'autre, mais aussi les apports fructueux qu'elles peuvent s'échanger si elles parviennent à se rencontrer. Et sur ce point, Kautar Archi, vous allez le voir, est très optimiste. Alors tout ça, c'est du côté de la pensée, de la façon de concevoir et de comprendre l'articulation et la coproduction entre les dominations. Et ensuite, nécessairement, se pose la question, et vous l'avez déjà suggéré, de l'articulation des luttes contre chacune de ces oppressions ou contre toutes ces oppressions conjointement. À ce propos, Dalila Awada, que vous citiez plus tôt, donc militante féministe, antiraciste et antispéciste au Québec, et en parlant de l'antiracisme et de l'antispécisme spécifiquement, elle écrit quelque part « Il y a effectivement de la réticence » à intégrer ces deux luttes ensemble. Et vous-même, vous rajoutez dans l'article, vous dites, je vous cite, « Il est en effet arrivé à certaines fractions du mouvement animaliste de faire preuve de racisme, et il est arrivé à certaines fractions du mouvement antiraciste de reléguer l'antispécisme à l'état de lutte seconde, pour ne pas dire secondaire. » Alors pourquoi, malgré tous les liens qu'on a pu mettre en évidence jusque-là dans l'entretien, la convergence ne se fait-elle pour le moment pas trop ? Alors, il me semble que quand on pose cette question de manière immédiate,
on touche au noyau de la domination et on touche au noyau des formes de représentation qui entourent la question animale et qui entourent la question antiraciste. Dans des manifestations, dans des formes de regroupement public ou dans des formes de discussion ou autres, souvent, lorsqu'une personne se plaint du racisme qu'elle a subi et contre lequel, ne serait-ce qu'en parlant, elle essaye de lutter, il est probable que lui viennent à l'esprit des expressions telles que ils m'ont traité comme un chien, ou mais nous on n'est pas des animaux, ils nous traitent comme des animaux, on vit comme des animaux, on est entassés dans les HLM comme du bétail. Donc il y a cette forme de comparaison négative, de comparaison attristée et presque déçue de se voir en tant qu'humain ramené ou déclassé vers l'ordre de l'animalité. Alors, si je comprends et si chacun et chacune ici comprend bien cette espèce de cheminement mental qui conduit une personne en souffrance à dire « je ne veux pas qu'on me traite comme un chien », je ne veux pas qu'on me traite comme du bétail, il en demeure pas moins que le fond qui est développé ici, c'est un fond, c'est une pensée que je définis, ou en tout cas que je rattache à l'appareillage humaniste. C'est-à-dire cette idée selon laquelle il y aurait une importance humaine et une non-importance animale. Alors la question n'est pas de savoir si on est supérieur ou inférieur à un animal. La question est bien de savoir que les deux groupes sont maltraités. Les deux groupes sont traités de manière absolument injuste et révoltante. Et ces deux groupes, légitimement, ont le droit d'accéder à une condition qui favorise leur maintien en vie sur Terre. Donc il n'est pas question de dire « je ne veux pas donner de droits aux animaux car moi-même je n'ai pas de droits ». Il est question de plaider pour un accès aux droits des êtres vivant sur cette terre qui ont besoin d'un appareil législatif, par exemple, pour les protéger des formes de domination qui les guettent constamment. Cette question-là, elle est, à mon sens, centrale. Mais ce qui donc, dans les éléments d'explication que je viens de fournir, est mis en cause, ce n'est pas la structuration du mouvement antiraciste, ce n'est pas les modes de pensée des personnes qui se revendiquent de l'antiracisme, c'est presque simplement, j'ai envie de dire, l'intériorisation des représentations humanistes à travers lesquelles nous avons été socialisés et à travers lesquelles nous ne cessons de grandir et d'être imprégnés. Donc c'est, à mon sens, quelque chose qui mérite d'être posé, qui mérite d'être discuté, qui mérite de faire l'objet davantage de débats, mais pour ma part, et pas simplement parce que je suis de nature optimiste, mais simplement parce que je suis convaincue que la question du spécisme est encore mal connue, est encore trop lointaine des débats politiques qui ont réussi à construire leur universalité, tel que le féminisme ou tel que l'antiracisme. Et ça, cette question de l'universalité du combat animaliste, c'est-à-dire le fait qu'il nous concerne tous et toutes bien au-delà des êtres qui en souffrent, elle se construit avec le temps, elle se construit de mille et une manières, elle se construit typiquement par ce type de podcast par exemple, et je suis absolument confiante sur le fait que progressivement cette question va être prise en charge par ces différents mouvements. Pour aller dans le sens de ce que vous dites, il y a Will Kymlicka, donc oui. Un des deux auteurs de Zoopolis, qui a décrit l'antispécisme comme l'orphelin de la gauche. Et voilà, une question qui n'est pas encore traitée en fait dans le discours politique, y compris dans ce que vous appelez la gauche. Et est-ce qu'on peut penser que peut-être c'est parce que le combat antiraciste lui-même en fait a
est un combat dont la gauche a tardé à s'emparer dans les dernières décennies. Il y a eu une longue relation compliquée, pour dire sous un euphémisme, et qu'en fait même une partie encore de personnes qui se définissent comme à gauche continuent parfois de défendre des idées nationalistes ou d'être, disons, sous-informés sur le fonctionnement du racisme ou du colonialisme, par exemple. Est-ce qu'on peut penser que c'est parce qu'il y a encore une forme de précarité ou qu'il y a seulement une légitimation récente du combat antiraciste que la convergence est encore difficile entre antiracisme et antispécisme? C'est évident que la question entre ce quelque chose qu'on appellerait la gauche, tout en ayant des sueurs froides, puisque c'est extrêmement compliqué de se référer à une forme de gauche radicale qui vit dans un espace beaucoup plus faible et beaucoup plus précaire et beaucoup plus restreint que cette gauche institutionnelle qui nous déborde de manière assez inutile maintenant depuis un certain nombre de décennies. Mais pour ma part, je pense que cette question de la liaison entre les mouvements antiracistes et les mouvements antispécistes, elle va nécessairement se faire. Encore une fois, je pense qu'il y a suffisamment d'éléments qui sont désormais posés sur la table pour que la rencontre puisse se faire. Le mouvement antiraciste, les mouvements antiracistes, ou on pourrait dire la préoccupation antiraciste, s'il fallait tenter de prendre un peu de distance, elle est, à mon sens, une forme de conscience politique qui ne peut pas aller sans passer constamment son temps à regarder ce qu'il se passe autour d'elle, ce qu'il se passe par rapport aux femmes, ce qu'il se passe par rapport aux populations exploitées par le capitalisme sauvage, à ce qu'il se passe du côté de l'exploitation des terres, à ce qu'il se passe du côté de la colonisation. La conscience antiraciste est une conscience qui a une surconscience, je pourrais dire, des formes de domination qui l'entourent. Et il n'y a aucune raison pour que la domination humaine sur les animaux ne finisse pas par entrer en ligne de compte dans ce radar-là. Et encore une fois, c'est quelque chose qui se construit, ce sont des luttes. Donc le rapport de force doit se construire et les discussions, les formes d'amitié, les formes de convergence, les formes de retrouvailles doivent aussi se construire. Mais je suis profondément certaine que cette question se fera. Elle se fera, à mon sens, d'autant plus efficacement et peut-être même d'autant plus pertinemment que de l'autre côté, entre guillemets, du front de lutte, à savoir du côté des militants antispécistes et des intellectuels antispécistes, on fera aussi un peu plus de place, voire on fera simplement de la place pour les personnes qui portent la question de la colonialité, pour les personnes qui portent la question du féminisme, de l'exploitation capitaliste. Il me semble que s'il y a des formes de résistance quasi idéologiques, elles se situeraient plutôt du côté du mouvement animaliste, qui, encore une fois, est un mouvement qui a sa propre histoire, qui a des histoires en son propre sein, et qui a longtemps avancé sans forcément regarder ce qu'il se passait autour de lui, du côté des femmes, du côté des racisés, du côté des personnes placées en état de colonisation, d'esclavage, etc. Donc, de ce côté-là, on pourrait dire, de la ligne de front, il y a aussi un travail à faire. À mon sens, le mouvement animaliste doit aussi se poser la question de sa propre blanchité, en fait, de sa propre référence à des canons intellectuels qui sont des canons intellectuels plutôt centrés du côté du masculin, plutôt centrés du côté de l'appartenance aux classes supérieures, plutôt centrés du côté occidental, pour aller extrêmement vite. Donc il y a aussi une position sociale à interroger de ce côté-là. Il y a aussi un mouvement, comme je le disais auparavant, d'intersectionnalisation de la pensée anti-spéciste à soutenir. Et peut-être que lorsque ce travail sera fait, des formes de travail commun, des formes de communauté
pourront émerger, sachant qu'elles ont déjà existé. Je ne nie absolument pas, et il ne faut absolument pas nier le travail, les collaborations qui ont déjà été faites, qui ont déjà été portées par des associations aussi importantes que L214 et bien d'autres. D'ailleurs, il n'est pas du tout question de faire table rase de ce passé-là, mais il est question de se demander le pourquoi de sa non-perpétuation ou de sa non-systématisation. Et je pense encore une fois que les choses vont aller en ce sens-là, puisque de plus en plus de personnes interrogent le mouvement animaliste et lui conseillent, avec sincérité et amitié, on pourrait dire, de prendre de plus en plus en charge le fait que la question de l'animalité pose la question d'animalisation, qui pose elle-même la question de l'espèce, et de l'espèce humaine, et de son centrement, etc., etc. Une chose par rapport à ça, une chose que j'ai l'impression d'observer avec le peu de recul que j'ai dans le mouvement antispéciste, parce que je suis pas là depuis très longtemps, c'est que j'ai l'impression qu'en des voix plus intersectionnelles qui essayent de rappeler ces autres voix qui ont été plus ou moins invisibilisées, qui essayent d'apporter un point de vue critique sur une certaine tradition du mouvement, il y a des voix en réponse qui disent « Ah oui, mais... en quelque sorte, il faut prioriser la lutte antispéciste parce qu'elle est déjà extrêmement négligée, elle est quasiment inexistante dans l'espace public encore, et donc il faut en quelque sorte accepter de laisser venir tout le monde parce qu'on est déjà super minoritaire, donc entre guillemets on peut pas se permettre d'avoir un niveau d'exigence trop élevé avec les antispécistes qui se joignent à nous, les quelques-uns qui veulent bien rejoindre la lutte, même quand elles sont pas forcément les mieux informées sur le racisme ou sur le sexisme par exemple. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? J'imagine que vous êtes assez critique par rapport à ces voix-là qui s'expriment en retour. Disons que tout réflexe ou tout discours ou toute forme de pratique ou d'orientation qui viserait à imposer un caractère prioritaire, c'est-à-dire un caractère de lutte sur un front unique sans considérer l'existence des autres, me semble assez inquiétant, assez étrange. Je ne dis pas qu'il faut devenir une plateforme multilutte, puisque bien évidemment que les choses d'un point de vue stratégique et surtout du côté de la pratique ne se passent pas comme ça. Mais encore une fois, qu'est-ce que cela signifie prioriser les animaux? Bien évidemment que dans le mouvement antispéciste, la question est celle des animaux. Mais la question des animaux n'est pas une question qui flotte dans un cosmos intersidéral lointain de la société française et lointain de l'année 2022. C'est maintenant et c'est ici et c'est dans la forme de complexité auquel nous avons affaire au quotidien. Et il me semble que des associations, encore une fois, je reviens par exemple à l'association L214, parviennent de manière assez intéressante, de manière assez admirable même, je dirais, à maintenir cet équilibre entre le souci de l'animal et la conscience d'un animal qui n'est pas isolé dans une nature extérieure à notre société. Donc les équilibres existent, les équilibres ont déjà été trouvés, ils ont déjà été expérimentés. Et encore une fois, ce qu'il est question de dire, ce n'est pas de faire entrer dans chaque lutte l'ensemble des autres luttes, mais de considérer que dans le cadre d'une manifestation, que dans le cadre d'une assemblée, que dans le cadre de grève générale, etc., il y ait un soutien commun. C'est ce que j'appelle le fait de faire entrer la question animale dans l'ordre de la question sociale. C'est une entrée, c'est une ouverture, c'est un élargissement, c'est un gain de place, c'est un accroissement du territoire disponible. Ce n'est en aucun cas un resserrement ou une marginalisation d'un objet précis. Donc c'est plutôt quelque chose, à mon sens, pour lequel il faut travailler. Oui, d'accord, je vois bien. Là où je vois peut-être un fond de vérité ou une préoccupation réelle dans ces voix qui s'expriment, c'est sur la question de l'exigence, en fait. Et on en revient à votre formule de ne perdre personne. C'est en fait une exigence gigantesque.
pour la définition de la gauche que vous donnez. Et d'un côté et de l'autre, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui disent en fait, on peut pas être parfait, on n'a pas le temps de s'informer sur tout, et surtout, on peut pas lutter sur tous les fronts en même temps, il faut choisir à un moment. Et c'est vrai que c'est extrêmement difficile d'avoir conscience de plusieurs dominations, puis de s'engager dans la lutte contre certaines d'entre elles, tout en veillant à ce que notre action ne vienne pas en renforcer une autre. Alors, est-ce que vous pensez qu'on a tort d'avoir un tel niveau d'exigence, en fait ? Non, je ne pense pas qu'on a tort d'avoir un tel niveau d'exigence pour une raison extrêmement simple, c'est que nous sommes nombreux et nombreuses, c'est plutôt ce que j'aime à croire, et chacun, dans cette énorme organisation à multiples dimensions, nous jouons un rôle spécifique. Il y a des figures de représentation, il y a des figures de leaders, il y a des figures de personnes qui ont pour objectif de préciser l'orientation, il y a des idéologues, il y a des stratèges. Enfin, je veux dire, si on rentre dans cette bulle militante, on voit bien qu'il y a une forme de spécialisation des rôles qui fait qu'au final, on arrive à créer un rapport de force par rapport à l'entité dominante qui nous oppresse, typiquement l'État, par exemple, dans la grande majorité des cas. Dès lors, je ne pense pas qu'il faille demander à chacun de jouer le rôle de tout le monde. Ce n'est pas ça la question. La question, c'est de laisser émerger des positions nouvelles, c'est-à-dire de nouveaux modes d'habiter la question antispéciste qui permettent de créer des liens, qui permettent de faire des ponts, qui permettent de créer des phénomènes d'écho, des phénomènes de liaison entre différents espaces qui sont préoccupés tous plutôt par la même chose, à savoir par la question de l'émancipation. Donc je crois en ces rôles-là, je crois en ces stratégies-là, de faire tout d'un coup advenir des points communs, de tendre tout d'un coup des miroirs en disant « Regardez, ce que vous voyez, c'est à la fois vous-même, mais ce que vous vivez est aussi vécu par d'autres groupes sociaux. » Et peut-être que ces groupes sociaux ont quelque chose à se dire, peut-être qu'ils ont des plans à construire ensemble, peut-être qu'ils doivent fomenter des choses ensemble, et c'est ainsi que des formes de transversalité peuvent apparaître. En tout cas, de mon côté, qui est le côté plutôt théorique et plutôt intellectuel, c'est quelque chose qui me semble extrêmement important de faire. C'est extrêmement important d'écrire des articles, c'est extrêmement important d'écrire des livres, c'est extrêmement important de participer à des conférences, et on est nombreux et nombreuses à le faire. Je pense par exemple au travail d'Axel Pleyus-Broch sur la question de l'antispécisme à partir de l'entrée du féminisme matérialiste. Tout ça, c'est construire des ponts. Tout ça, c'est tisser des chemins communs. Et un chemin, il peut être pris dans un sens comme dans un autre. Il peut être pris du chemin de l'antiracisme vers le chemin de l'antispécisme, comme du chemin de l'antispécisme vers le chemin de l'antiracisme. Et ça, c'est quelque chose qui doit être fait, qui doit continuer à être fait pour qu'encore une fois, le mouvement antispéciste soit tiré vers l'espace d'importance qui est très légitimement le sien à l'heure actuelle. Oui, c'est vrai que c'est ce que vous écrivez dans votre article. Vous dites qu'il ne s'agit pas de lutter sur tous les fronts à la fois, mais plutôt, je vous cite, d'œuvrer bon gré mal gré à faire exister sur son front à soi les autres luttes. Oui, c'est ça. Du coup, c'est exactement ce que vous disiez. Et pour vous dites faire aller l'antispécisme vers un espace de légitimité. Est-ce que, je vais poser la question un peu naïvement, est-ce que c'est OK de le faire en utilisant la légitimité relative d'autres luttes ? Notamment en utilisant la légitimité relative qu'a maintenant gagné l'antiracisme. Je pense à une penseuse de l'antiracisme que j'avais entendue dans une interview, il me semble que c'était Nassira Ghenif, qui disait que personne ne se revendiquait de l'antiracisme pour légitimer une autre lutte, en fait, que l'antiracisme était la moins légitime de toutes les luttes. Et ben moi, en écoutant ça, je me suis dit, en fait, non, c'est plus vrai. Parce que l'antispécisme cherche parfois à se revendiquer de la légitimité de l'antiracisme en disant il y a des liens, regardez quels sont les liens entre le racisme et le spécisme, luttons ensemble. Je pense qu'effectivement, c'est absolument nécessaire que le travail qui a été fait par des militants et des militantes, que le travail qui fonde la légitimité et la grandeur politique d'une lutte puisse
tout d'un coup servir à une autre lutte pour qu'elle puisse à son tour se déployer, pour qu'elle puisse à son tour s'épanouir et tendre elle aussi vers son horizon d'émancipation. Donc à mon sens, il n'y a aucun problème, je pourrais dire, à user de la force relative du féminisme, de la force encore plus relative de l'antiracisme pour dire que la question animale nous concerne tous et toutes, puisque en tant que femmes, en tant que femmes racisées, en tant qu'hommes racisés, en tant qu'hommes soumis aux lois du capitalisme, etc., la question de l'animalisation n'est pas étrangère au vécu qui est le mien, n'est pas étrangère à la vie qui m'est imposée. Donc ces liens existent, ce sont des liens qu'il importe encore une fois de poser, qu'il importe de discuter d'un point de vue théorique, et il est important aussi de considérer que la théorie ne précède pas forcément la pratique, mais que la pratique militante, ce qui s'observe sur le terrain, lors des manifestations, lors des collages d'affiches, lors du tractage, lors de l'occupation de tribunaux et tout ce qu'on peut imaginer en termes de mobilisation sociale, vient aussi informer plus en amont ce qui empêche ou au contraire ce qui favorise cette forme de légitimation de la question antispéciste. Il faut tenter d'opérer une forme de translation pour que cette question de la domination humaine devienne elle aussi centrale, puisqu'après tout, on peut complètement imaginer un monde de lutte fait de plusieurs centres. Dans un article qui s'intitule « Marlène Schiappa, le fémonationalisme et nous », de nouveau paru dans Ballast, décidément excellente revue, je vous la recommande, vous mettez en garde contre une certaine utilisation du féminisme qui n'est en fait qu'un féminisme de façade. Est-ce que vous pouvez expliquer d'abord ce qu'est le fémonationalisme, et ça nous permettra de voir ensuite en quoi peut-être ça peut s'appliquer aussi à l'animalisme? Oui, le fémonationalisme est un concept, on pourrait dire, qui a notamment été forgé par une chercheure, par Sarah Faris, dans un ouvrage qui a été traduit il y a peu par les éditions Sileps. Donc désormais vous pouvez lire Sarah Faris en français pour ceux et celles qui ne liraient pas en anglais. Et l'idée centrale développée par Sarah Faris, en tout cas la question qui est la sienne, c'est de se demander comment est-ce qu'il est possible que des idées féministes servent un autre idéal que le féminisme, c'est-à-dire servent l'idéologie raciste. Puisque cette chercheuse, dans des terrains d'enquête qu'elle va déployer, remarque qu'émerge une rhétorique féministe qui a pour vocation non pas tant d'améliorer la condition des femmes, mais d'aggraver la vie, de rendre impossible la vie des groupes racisés, et en particulier des hommes racisés. Donc c'est une sorte de mise en parallèle de ce que des femmes blanches au sein de mouvements féministes blancs concèdent à l'idéologie raciste, et comment, en faisant ce type de concession, elles rendent le racisme encore plus vivant et encore plus violent. Donc c'est un féminisme qui sert le racisme, s'il fallait le dire de manière extrêmement rapide. Et alors, est-ce que vous voyez du coup les mêmes risques d'une récupération de l'animalisme, cette fois-ci, à des fins nationalistes, racistes et xénophobes? Je crois pas qu'il existe encore de mots à ma connaissance pour décrire cela, mais peut-être qu'on pourrait parler d'un animo-nationalisme ou d'un animalisme identitaire.
Oui, dans certains cas, on a parlé d'un éco-nationalisme ou d'un éco-fascisme, c'est-à-dire cette tendance à vouloir verdir des luttes xénophobes, à vouloir verdir la haine pour une population donnée. Mais c'est évident que pour la question de l'animal, des animaux, le phénomène existe et il est observable au gré de notre actualité. En période, par exemple, de fête de l'Aïd el-Kébir pour les communautés musulmanes, il est désormais convenu que des chaînes, ou que sur Twitter, ou que des comptes de défense des animaux, etc., mettent encore plus d'emphase sur la violence de cette cérémonie rituelle pour dénoncer le traitement fait aux animaux, certes, c'est une chose qui peut s'entendre, mais en vérité ce n'est pas tant l'amélioration de la condition animale qui est visée. Sinon on les entendrait aussi à Pâques, sinon on les entendrait aussi à Thanksgiving, sinon on les entendrait aussi au moment des grandes fêtes de Noël, etc. Mais qui sert davantage à rendre les populations musulmanes sauvages, violentes, meurtrières, sanglantes, en mobilisant tout un imaginaire raciste et islamophobe lié à la dangerosité de cette population-là. Donc c'est bien évident que les animaux sont parfois utilisés à des fins racistes. Oui, donc en fait c'est une instrumentalisation de discours qui, parce qu'ils sont mobilisateurs, servent à se donner bonne image, mais oui. En fait ils sont complètement vidés de toute action réellement en faveur du changement social, où il n'y a pas du tout d'action politique efficace pour l'égalité et la justice qui suit derrière, quoi. Oui, en tout cas, il y a cette idée que ces groupes-là, ou ces partis politiques-là, ou ces associations-là représenteraient une forme de démocratie animale, une forme de démocratie animalière. Dans le cadre de leur espace, les animaux seraient parfaitement traités, parfaitement respectés, les animaux ne seraient peut-être même pas tués, alors que de l'autre côté de cette frontière raciale, qui est présentée comme une frontière religieuse ou confessionnelle, mais c'est bien d'une frontière de race dont il est question, les animaux seraient soumis aux sorts les plus atroces, et l'atrocité de ces sorts serait l'exclusivité de cette population ou de ces populations musulmanes qui les pratiqueraient. Donc c'est une manière de se blanchir, entre guillemets, c'est une manière de laver ses propres mains du sang animal dont elles sont recouvertes, en disant regardez, ce sont plutôt ces autres mains qui tuent les animaux, et parce qu'elles tuent les animaux, elles sont porteuses d'une violence intrinsèque. Elles sont porteuses d'une criminalité quasi essentielle, comme si le rapport que l'on entretenait aux animaux était, selon une logique racisante, explicite et indicatrice de l'essence de la population visée. Et est-ce qu'on peut pas se dire que l'émergence de ce phénomène, qui est relativement récent, marque un peu le début d'une victoire idéologique pour nous, d'un changement culturel, parce que du coup on voit que l'animalisme est vu comme quelque chose, ou au moins de façade, de positif, comme un mouvement qui avance après avoir été longtemps ignoré. Je pense à une citation du sociologue Alex Maudo, qui dans son ouvrage La Panic Walk, dit « Le combat est gagné quand les personnes d'en face sont obligées de se positionner sur les questions qui nous préoccupent ». Du coup, je n'arrive pas à savoir si on doit plutôt se féliciter de la récupération de nos discours et de nos codes, ou s'il faut plutôt sérieusement s'en méfier et s'en inquiéter. Alors, je comprends ce que dit Alex Maudo dans son ouvrage. Je pense que il fait référence à d'autres choses. Je pense que dans ce cas ici présent de l'instrumentalisation de la souffrance animale
à des fins racistes, Ouais. on ne peut que déplorer et que vouloir combattre et que vouloir abolir ce type de pratiques qui sont portées par l'extrême droite, puisqu'en fait l'extrême droite ne se positionne pas tant par rapport à la question animale qu'elle ne réitère ses propres pratiques islamophobes et xénophobes et violentes et meurtrières. Alors, question délicate que je vais essayer de bien formuler. Dans un tel contexte de forte islamophobie et de récupération potentielle de revendications animalistes à des fins racistes et nationalistes, comment est-ce qu'on peut aborder en fait la question, notamment, vous l'avez dit, de l'abattage rituel, par exemple, plus spécifiquement halal. Donc je rappelle peut-être que l'abattage halal, c'est quand même un abattage sans étourdissement. Donc, il fait encourir des souffrances plus grandes aux animaux abattus ainsi, car ils sont égorgés et saignés encore conscients. Du coup, si on souhaite réduire les souffrances les plus intenses en abattoir, il semblerait logique à première vue d'exiger la fin des abattages sans étourdissement, à défaut de pouvoir demander tout de suite la fin de toutes les formes d'abattage, mais du coup se pose la question de comment le faire sans soi-même alimenter du racisme, ou que notre discours animaliste ne soit récupéré par d'autres à des fins islamophobes. C'est une question pour moi qui est assez simple. Il y a une règle commune. Je pense notamment à l'ensemble des législations européennes qui existent et la manière dont l'Union européenne concède à chaque État membre de se positionner par rapport à cette question, c'est-à-dire de créer des formes d'accords, des formes d'arrangements avec les différentes parties qui portent cette question à l'échelle nationale. Donc je suis plutôt pour une position abolitionniste, c'est-à-dire plutôt pour que la souffrance subie, ressentie par les animaux soit la plus faible possible. Là-dessus, il me semble pas qu'il y ait énormément de débats. Peut-être qu'il existe une forme de biais dans ce débat du fait que l'on imagine la question du marché halal, et je dis marché à dessein, comme étant un marché musulman, voire un marché qui fonctionne selon des règles confessionnelles. Or, il y a de très nombreux travaux de sociologie qui se sont intéressés à la question de la viande halal, à sa constitution comme marché alimentaire, mais aussi à sa constitution comme problème public. Et l'ensemble de ces études montrent bien que c'est un marché qui n'est pas aux mains de responsables religieux, c'est-à-dire avec une idéologie qui serait l'idéologie strictement coranique, par exemple, mais entre les mains d'acteurs économiques. Donc la question, à mon sens, n'est pas une question religieuse ou une question confessionnelle, c'est une question économique, c'est une question de marché. Et le caractère peu confessionnel de cette question et suréconomique de cette même question, on peut le rapporter au fait qu'en Indonésie, par exemple, qui est un pays qui comporte, il me semble, l'une des premières communautés musulmanes au monde, l'abattage sans étourdissement est interdit. Et cela ne pose a priori pas de difficulté. Je veux dire, il n'existe pas, comme on voudrait parfois le faire croire, de position musulmane ardente qui pourrait plaider pour le maintien de l'abattage sans étourdissement et donc cette forme d'égorgement avec un animal conscient. En tout cas, cette position-là, dans l'ensemble des débats qui ont eu lieu, elle a pu se faire entendre de manière assez anecdotique à mon sens et occasionnelle, mais encore une fois, elle ne forge pas le principe même de la position à adopter. Il me semble que la position abolitionniste sera et déjà une forme de convention. En tout cas, elle gagne bien évidemment à l'être. Donc il y a toujours, et c'est plutôt là-dessus que je souhaiterais insister, il y a toujours, à mon sens, une déformation par effet de racisme de la réalité du problème. Et la tendance à confessionnaliser cette question dit à quel point on voudrait faire exister un problème musulman. Mais encore une fois, il ne me semble pas exister dans l'ensemble des positions qui sont tenues, et si, quand bien même elles auraient été tenues, elles ont été
par ailleurs déplacée. Donc il faut à la fois, à mon sens, tenir une position abolitionniste et à la fois tenir une position antiraciste. L'équation serait celle-là. Alors venons-en à la dernière question que je souhaitais aborder avec vous. Dans la structure de pouvoir du suprémacisme humain, comme du racisme, il y a des personnes qui en bénéficient de ces systèmes de pouvoir. Les humains dans un cas et les blancs, entre guillemets, donc comme position sociale privilégiée dans le rapport de pouvoir social dans l'autre. Alors quel rapport est-ce que vous voyez entre ces deux situations de privilège ? Qu'est-ce qui fait que c'est un privilège d'être humain de la même façon que c'est aussi un privilège d'être blanche ou blanc ? Tout d'abord, par rapport à la question de l'existence de ce privilège humain, j'aurais tendance à être un peu plus prudente et à dire, ou en tout cas à demander de qui parle-t-on en fait ? De quel humain parle-t-on ? Puisque dans l'ordre même de l'espèce Homo sapiens, s'il fallait reprendre cette expression pour que tout le monde comprenne bien de quoi je parle, il existe des sous-catégories, il existe des sous-classes. Et ici, le terme sous-classe ne désigne pas simplement une imbrication à l'intérieur d'un domaine. C'est une sous-classe au sens où c'est une classe qui compte moins. C'est une classe auquel on accorde moins d'importance. Et les femmes et les groupes exposés au racisme font partie de ces sous-catégories humaines, c'est-à-dire des populations à qui, selon l'espace, selon le temps, selon les intérêts, on accorde plus ou moins de crédibilité humaine, à qui on accorde plus ou moins d'humanité. Et cette humanité, comme on la donne, comme on la reprend. Donc le privilège humain, quand on dit privilège humain, pour ma part, j'entends plus encore privilège des personnes qui occupent une position blanche, position des personnes qui vivent dans l'espace occidental, personnes qui sont perçues comme des hommes mais qui appartiendraient aux classes moyennes à supérieures. Donc en fait, derrière ce qu'on nomme humain, il y a en fait une petite partie de l'humanité. Toute l'humanité, c'est bien là la difficulté, c'est que toute l'humanité n'est pas contenue dans l'humanité. Il y a toute une partie de l'humanité qui est rejetée ailleurs, rejetée dans la nature, rejetée dans la biologie, du coup rejetée du côté du corps, rejetée du côté du racisme, rejetée du côté de l'essence et rapprochée du risque de voir sa vie condamnée, de voir sa vie abîmée, de voir sa vie empêchée, etc., etc. Donc le privilège humain, encore une fois, il n'est pas séparable des coordonnées raciales, des coordonnées territoriales, on pourrait même dire des coordonnées d'âge, on pourrait même dire des coordonnées validistes, des coordonnées de genre, bien sûr, qui le soutiennent. Et est-ce qu'on peut penser que tout de même quelque chose qui rapprocherait le privilège humain, alors pas penser de façon homogène comme tous les membres de Homo sapiens, mais une des caractéristiques communes entre les deux formes de privilège humain et blanc, disons, c'est le privilège de l'ignorance qui est commun aux deux, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte en fait que ça nous demande un effort et beaucoup d'informations potentiellement quand on n'est pas concerné directement, quand on ne vit pas une oppression, de comprendre qu'il y a bel et bien domination et de comprendre comment ça fonctionne. Ce qui fait que ça rend aussi très difficile et on le voit bien aux réactions quand on parle d'antispécisme, de gens qui disent mais non, ça n'existe pas, il n'y a pas du tout de domination, qui rejettent même les termes dans lesquels on cherche à les décrire, de la même façon que des personnes blanches peuvent rejeter d'emblée les analyses des rapports sociaux de race. Oui, la condition minoritaire se caractérise par le fait que votre existence est constamment soumise à des questions qui semblent être sans réponse. Vous avez postulé pour un travail, vous avez postulé pour un logement, vous êtes présenté aux urgences, vous avez demandé des soins, etc., etc. Vous avez espéré inscrire votre enfant dans telle école et la chose ne s'est pas passée comme vous l'avez souhaité. Vous avez été confronté à une réponse négative. Vous pouvez à la fois dire que vous n'avez pas eu de chance, mais
vous aurez toujours une voix dans votre esprit qui dira « c'est peut-être à cause de ton nom, c'est peut-être à cause de ta couleur de peau, c'est peut-être à cause de ton accent, c'est peut-être à cause de l'adresse que tu as indiquée sur le curriculum vitae, etc. » Le simple fait que ce doute existe, le simple fait que vous soyez vacillant quant à l'explication du sort qui est le vôtre, vous rend lourd, vous rend incroyablement lourd d'un ensemble d'angoisses, d'un ensemble d'inquiétudes, de doutes qui font que vous vous rendez compte que vous évoluez dans un univers, vous évoluez dans un monde, vous êtes d'un monde qui peut-être même sûrement, ne veut pas de vous au regard de la manière dont vous êtes, voire au regard de la manière dont vous semblez être. Je dis cela parce que le fait de s'interroger sur cela, sur le rôle que votre sexe ou sur le rôle que votre apparence ou sur le rôle que votre appartenance religieuse a pu jouer dans la détermination de votre existence, vous rend extrêmement sensible et fait de vous un individu qui porte sur ses épaules une histoire qui n'est pas la sienne, mais une histoire qui est aussi la sienne. L'histoire du sexisme, l'histoire du colonialisme, l'histoire du racisme, l'histoire de l'exploitation par le travail, etc., etc. Donc il y a une condition minoritaire qui est bien évidemment tout entière maintenue, tout entière retenue dans le simple fait de vivre une vie suspendue à des questions, tandis que d'autres ne se posent aucune question. Et le fait de ne se poser aucune question, le fait de vivre la vie naturellement, le fait que la vie aille d'elle-même, le fait que votre place dans ce monde soit déjà prévue, le fait que ce monde vous attendait, et parce que ce monde vous attendait, ce monde vous a gardé une place au chaud, une place qui vous correspond, une place qui est plutôt agréable, immédiatement transforme votre existence, immédiatement efface, annule absolument toutes les questions qui auraient pu intervenir. Donc, certains sont assis, certaines sur des chaises, des fauteuils, des sofas extrêmement confortables, et d'autres passent leur vie sur des sièges éjectables, et à la moindre erreur, à la moindre mauvaise apparence, à la moindre mauvaise apparition, ils sautent, ils sont expulsés, ils sont éjectés. Et cela pose évidemment la question de ceux qui vivent avec une surconscience des rapports de domination par rapport à ceux qui vivent au contraire avec une inconscience, avec un privilège d'ignorance absolument faramineux. Et face à ça, on entend beaucoup ces derniers temps qu'il faudrait renoncer à ces privilèges. Et vous avez écrit sur cette question un article, toujours dans Ballast, « Checker les privilèges ou renverser l'ordre », où vous suggérez qu'en fait, il ne s'agirait pas juste de déclarer ses privilèges et d'être réflexif sur ses privilèges quand on est en situation de pouvoir, quand on est du bon côté du rapport de domination, que c'est pas réellement ce qui va favoriser en fait la lutte contre les rapports de pouvoir et d'oppression. Oui, c'était un article important à mes yeux, puisqu'il permettait de poser la question des modalités par lesquelles le capitalisme, dans sa version la plus débridée et la plus insidieuse, transforme les pratiques militantes, les pratiques de résistance, les pratiques qui aspirent à révolutionner le monde en de simples pratiques de consommation, en de simples pratiques d'affichage, en de simples pratiques qui intègrent et qui finissent au fond par former, par constituer une sorte de lifestyle résumable à des slogans et qui permet de montrer, qui permet de témoigner de l'engagement politique qui serait le nôtre. Alors évidemment qu'il n'y a rien, je n'ai rien contre l'engagement politique dans toutes ses formes diversifiées, et
Dieu sait que ces formes diversifiées existent et sont créatives. Par contre, j'ai essayé dans ce texte-là d'alerter sur le risque conscient d'individualisation des pratiques militantes. Et cela signifie bien que ce n'est pas chacun dans son coin, face à son téléphone ou face à Instagram ou face à la caisse enregistreuse d'une grande boutique qui vend des t-shirts sur lesquels il y a des logos féministes qui apparaissent, que l'on pourra changer quoi que ce soit. Je disais aussi, parce que c'est quelque chose qui me semble toujours important à rappeler, que les choses, elles se passent toujours dans la rue. Si beaucoup de choses se passent à Bercy, si beaucoup de choses se passent dans les cabinets, si beaucoup de choses se passent dans les salons feutrés, et ce qui se passe là-bas, c'est quelque chose de l'ordre de la domination qui va venir et qui va nous emporter. Pour notre part, ce que nous pouvons faire, ce que nous pouvons construire, ce que nous pouvons tenter de mettre en œuvre, ce sont des mobilisations massives, ce sont des mobilisations qui prennent l'espace et qui l'occupent et qui construisent du quelque chose de l'ordre du rapport de force, comme on a pu l'observer ces derniers temps dans le cadre de la tentative de généralisation de la grève à partir de la grève des raffineurs. Donc cet article-là, effectivement, il avait pour objectif de dire ceci, que si certains vivent une vie meilleure, ce n'est pas moi qui vais leur demander de vivre une vie bien pire. Par contre, je voudrais que ceux qui vivent une vie difficile, faite d'inégalité et d'injustice, je voudrais que eux puissent accéder à quelque chose de meilleur. Ce qui transforme la question ne se pose plus en termes de privilèges, la question se pose en termes d'égalité, elle se pose en termes de droit, elle se pose en termes de possibilité que sa vie obéisse à d'autres règles que celles de l'exploitation, de l'appropriation, de la violence, de l'oppression, etc. Donc ce sont les règles du jeu qui sont à changer. C'est le jeu qui est à abolir. Nous ne devons plus jouer ce jeu-là. Et il me semblait qu'il y avait quelque chose dans cette idée de privilège et de mesure des privilèges de la part de ceux qui sont privilégiés, qui était intéressant à pointer. Et puis par ailleurs, les personnes dominées, encore une fois, vis-à-vis des dominants, sont inscrites dans un rapport de force et non pas dans un rapport de concession. Donc il n'y a rien à attendre de la part des personnes qui vivent une vie propice au plaisir, je le dirais ainsi. Ce qui est à construire, c'est un nouvel espace de vie. J'ai trouvé passionnant de relire votre article à l'aune de l'antispécisme, en fait, de voir quelles sont les réflexions qui peuvent s'y appliquer. Et j'ai l'impression qu'une partie s'y applique effectivement, le risque d'individualiser la lutte. Il y a aussi quelque chose qui se développe dans le mouvement, c'est une sorte de vision des choses qui passerait par le changement individuel de ses comportements. Donc en fait, avec un accent très fort mis sur le véganisme, plutôt, et comme si c'était quelque chose qui allait se faire individu par individu, par une sorte de conversion en se rendant compte de l'horreur vécue par les animaux, plutôt que par un combat politique qui soit porté, comme vous le dites, dans la rue, dans les institutions et dans l'établissement d'un rapport de force. Est-ce que vous voyez les mêmes parallèles à faire, la même application en fait à la question de l'antispécisme ? Oui, le risque du véganisme, et encore une fois, je n'y réduis pas tout ce mouvement-là, mais la transformation sociale qui est obligatoirement, qui est nécessairement une transformation d'ordre révolutionnaire, ne peut pas passer uniquement par le remplacement d'un mode de consommation par un autre mode de consommation, aussi dépourvu de produits en origine animale soit-il, parce que cela n'interroge pas les fondements de notre consommation, qui sont des modes de consommation qui usent, par exemple, du principe productiviste, qui usent de la multiplication à n'en plus en finir de la production de vêtements, etc., etc. Et on pourrait multiplier les exemples. Autrement dit,
consommer autrement, d'une part, ne me semble pas suffire. Ce qu'il faut, c'est transformer notre mode de consommation. À ce propos-là, en termes d'alimentation par exemple, des expériences ont déjà été menées, des travaux ont déjà été produits pour tenter de réfléchir à la manière dont nous pourrions manger sans affaiblir les ressources terrestres. Tout cela doit entrer en ligne de compte dans la pensée végane. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais je dis que nous gagnons toujours plus à ce que cela existe toujours plus dans nos modes de pensée et de réflexion. Donc c'est complexe parce qu'encore une fois, nous avons plus de facilité à imaginer l'anéantissement de la Terre que nous n'avons de facilité à imaginer l'anéantissement du capitalisme. Nous imaginons toutes les fins, mais que le capitalisme finisse, que cette machine dévorante s'arrête de dévorer, c'est quelque chose que nous avons du mal à projeter. Nous avons le sentiment que quand tout sera détruit, le capitalisme continuera à survivre. Le capitalisme continuera à fonctionner sur les ruines d'absolument tout, sur nos ruines, sur les ruines de la Terre, sur les ruines de l'intelligence humaine, il y a cette idée-là que le capitalisme est un système survivant à absolument toutes les fins du monde que nous pourrions vivre. Donc j'imagine bien que la pensée végane et que les personnes qui déploient cette pensée et qui la défendent aient du mal à renverser le système capitaliste. Encore une fois, je ne crois pas que ce soit leur responsabilité unique que de remettre en crise le système capitaliste. C'est une responsabilité collective. Et parce que c'est une responsabilité collective, comme je le disais auparavant, il y a des liens qui doivent se faire entre le mode de pensée végane, entre l'organisation végane et les autres types d'organisations politiques et sociale. Donc c'est une question complexe pas parce que elle est pensée à partir du point de vue vegan, mais complexe parce qu'elle nous pousse à affronter quelque chose qui est le capitalisme. Encore une fois, c'est par la mutualisation de nos connaissances et de nos ressources que nous pouvons espérer bâtir d'autres manières de nous alimenter, d'autres manières de consommer, d'autres manières de nous vêtir, d'autres manières d'habiter l'espace terrestre. Kautar Archi, est-ce que vous pourriez nous donner aux auditrices et à moi 3 recommandations s'il vous plaît ? La première recommandation, elle est simple, puisque nous en avons parlé pendant l'épisode. C'est l'ouvrage de Razan Haj qui s'intitule « Le loup et le musulman » et qui est accompagné d'un sous-titre qui est important. Le sous-titre est le suivant: « J'en suis venu à penser qu'on ne peut plus être antiraciste sans être écologiste et inversement ». Donc c'est un sous-titre qui est un programme en lui-même et qui fait écho, il me semble, à ce qu'on a pu se dire durant cet entretien. Le deuxième ouvrage que je voulais recommander aux personnes qui nous écoutent, c'est l'ouvrage de Malcolm Ferdinand, qui est docteur en philosophie politique et ingénieur en environnement. Et Malcolm Ferdinand est l'auteur d'un ouvrage passionnant qui s'intitule « Une écologie décoloniale ». Et là encore, le sous-titre a toute son importance. Le sous-titre est le suivant: « Penser l'écologie depuis le monde caribéen ». Et dans cet ouvrage, Malcolm Ferdinand confronte cette question de la pensée environnementale à ce qu'il nomme la fracture coloniale notamment. Donc n'hésitez pas à vous plonger dans cet ouvrage profondément stimulant et très touchant aussi dans son écriture. Et le troisième ouvrage que je conseille, nous en avons parlé, donc cela fait écho, c'est l'ouvrage des sœurs Af et Silko. L'ouvrage s'intitule Afroïsme et elles reviennent dans cet ouvrage-là sur la tradition du black véganisme et sur la manière dont elles ont adopté ce point de vue sur le monde
et la manière dont elle tente de le déployer sur le reste du monde. Et donc ça pose aussi la question de ce qui existe là-bas et de ce qui ne semble pas encore complètement exister chez nous, ou en tout cas qui mériterait à mon sens d'exister encore plus, sur ces liens entre antispécisme, écologisme, antiracisme, et tout cela est absolument fondamental. C'est un livre qui est écrit en anglais, mais je voudrais vraiment que chacun et chacune sache que c'est un anglais extrêmement accessible, et il me semble qu'il y a une plateforme qui est en train d'essayer d'en traduire quelques chapitres, donc n'hésitez pas. J'espère bientôt une traduction en français pour le rendre encore plus accessible à l'espace francophone. Exactement, tout à fait. Kautar Archi, merci infiniment pour cet entretien. C'est la fin de cet épisode. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant et que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai eu à l'enregistrer. Si c'est le cas, dites-le moi sur les réseaux, envoyez-moi des messages, ça me fait toujours immensément plaisir. Et surtout partagez l'épisode, parlez-en autour de vous. C'est vous qui faites exister comme un poisson dans l'eau en lui donnant de la visibilité. Je vous laisse avec la voix de Kautar Archi, qui a eu la gentillesse, à la fin de l'entretien, de me lire un extrait de son article publié dans Ballast, « Les animaux avec nous, nous avec les animaux ». Ce grand partage qui différencie l'humanité de tout ce qui n'est pas elle, n'est au vrai pas un. Car ce grand partage porte en son sein de grands autres partages qui, livrant d'hier à aujourd'hui leur lot de souffrances et d'injustices, importent tout autant que la matrice dont ils procèdent. Qui fut perçu, jugé, reconnu comme héritier d'attributs humains et traité en égal? Qui fut perçu, jugé, reconnu comme accablé d'attributs animaliers et traité en inégal? Pareille question, à peine formulée, convoque aussitôt sa référence. Les femmes, les prolétaires, les non-blancs, les minorités sexuelles, les malades, eux qui n'étant ni hommes, ni bourgeois, ni blancs, ni majorité sexuelle, ni bien portants, ont été, par le viol, par l'usine, par le fouet et l'enfumage des grottes, par la persécution et par l'enfermement, animalisés. Bisous, à dans 2 semaines.